Le handball est fantastique, la voix enthousiastique. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ma voix est un petit peu terne. Et oui, parce que ça y est, le tournoi féminin, le tournoi olympique féminin est terminé sur cette défaite de l'équipe de France contre la Norvège sur le score de 29-21. Il y a beaucoup à dire sur cette rencontre qui était donc la finale des Jeux Olympiques pour les filles et les protégés d'Olivier Crumbles qui s'en tirent avec une médaille d'argent dans ce tournoi olympique. Dans cette vidéo débrief, on va avoir l'occasion de revenir notamment donc uniquement sur le match, parce que dans une prochaine vidéo, j'aurai l'occasion de faire une vidéo beaucoup plus large sur l'ensemble, notamment de la France au sens large, aussi bien garçons et filles, et toutes les retombées. Là, on reste concentré sur le match qui vient de se terminer à l'instant, sur cette victoire de la Norvège sur la France, donc 29-21. Dans un premier temps, on va retenir trois choses essentielles sur lesquelles on peut discuter ensemble en commentaire autant qu'on veut sur la façon dont cette finale s'est déroulée. Ensuite, on ira beaucoup plus en profondeur dans les analytics de cette rencontre parce qu'il y a des choses à dire qui peuvent expliquer également certains comportements à partir de données chiffrées, analytiques, tangibles, froides, même si certains ont beaucoup de mal avec ça. Mais c'est le meilleur moyen et le seul moyen qu'on connaisse pour pouvoir améliorer les choses, parce qu'on parle d'indicateurs de performance qui vont faire après que l'équipe de France, que ce soit masculin ou féminin, va être performant et va durer après dans le temps. Et après, on tirera des conclusions. Après, on va dire, avant d'anticiper sur cette notion plus large, j'aurai des petites choses à dire après sur ce qu'engendre cette médaille d'argent et surtout sur le retour en fait qu'on a de cette équipe de France féminine et toute la sympathie qu'elle nous inspire. Alors, d'abord, trois choses à retenir. La première, c'est d'abord, à tout seigneur, tout honneur, victoire claire et nette de la Norvège là-dessus, qui avait clairement un compte à régler avec nous. Et les Norvégiennes se sont énormément remises en question depuis leur défaite contre nous-mêmes lors du championnat du monde en décembre dernier. Et il n'en demeure pas moins que là, elles ont corrigé énormément de choses qu'elles n'ont pas prises en compte lors de ce match, comptant pour la finale des championnats du monde. Et donc elles sont venues simplement, on va dire, avec le couteau entre les dents, avec un plan bien défini et surtout dans une disposition physique et psychique beaucoup plus fraîche que du côté de la France. Et cette victoire de la Norvège s'est construite en mode un petit peu rouleau compresseur parce que la France a très bien démarré sa rencontre, et je t'expliquerai un petit peu plus tard dans un autre point que je vais approfondir un peu derrière. La Norvège a laissé passer un petit peu l'orage au début, mais après, alors qu'il y avait une balle de 5-1 pour la France, la Norvège a commencé à construire son retour, à amorcer sa victoire petit à petit, à resserrer sa défense énormément, à museler complètement Pauletta Fopa au poste de pivot, à également verrouiller toute notre base arrière d'une très très forte et belle manière également, quitte à complètement la décourager en deuxième mi-temps, et surtout une gardienne, Catherine Lunde, 44 ans, je le répète encore, absolument exceptionnelle, 5e Olympiade et 5e médaille pour elle. C'est voilà, respect immense à cette immense athlète qui a forcément énormément à apprendre à beaucoup de personnes comme toi, comme moi et aussi comme d'autres handballeurs qui essaient à un moment donné de se mettre en posture du GOAT. Et chez les filles, j'entends. Et donc, la Norvège a donc construit sa victoire de fort et belle manière, de manière très intelligente et construite, un excellent coaching et surtout de très très bonnes joueuses. On va venir sur elle, je pense notamment à Stine Oftedal, à Nora Mørk en particulier, qui sont les deux maîtresses à jouer de cette équipe, aussi à Kari Bratseth et également donc Catherine Lunde, la gardienne, je te disais, et Eni Reichstadt par ailleurs. En tout cas, c'est plusieurs joueuses qui ont fait que les dispositions tactiques ont été respectées après derrière par l'ensemble de l'équipe, et aussi il y a un coach derrière, le coach islandais, qui a encore une fois réussi à nous faire déjouer. Donc la Norvège, c'est un peu notre meilleur ennemi, et on se la donne. Et dans le handball féminin, ce sont les deux nations, la France et la Norvège, qui vraiment dominent la discipline du côté des filles notamment. Donc ça, c'était le premier point que je voulais évoquer. Un deuxième point, c'est maintenant la déroute française. On va plus voir ça maintenant du côté de notre angle de vue, puisque ces vidéos sont anglais au travers de l'équipe de France. C'était tout simplement le moins bon match du tournoi, dommage que ce soit celui de la finale, le moins bon match du tournoi, avec notamment, j'ai envie de mettre en exergue la façon dont Estelle Zeminko, la capitaine de l'équipe, s'est comportée. Alors, bien sûr, c'est pas qu'elle ne voulait pas, mais je pense que tout simplement, elle ne pouvait pas. Les jambes répondaient nettement moins vite, le mental commençait beaucoup à gamberger. Déjà, j'ai déjà remarqué qu'Estelle, lors de la demi-finale
commençait à perdre énormément d'efficacité au shoot. Elle a tout donné pendant les phases de poule, ça c'est exceptionnel, rien à dire là-dessus. Mais Estelle, je pense, commence à payer le tribut d'une très longue saison qu'elle a observée notamment, qui a été assez remuante du côté de Győr. Et après, même si elle a remporté la finale de la Ligue des Champions, mais après derrière, pour revenir en sélection, encaisser la préparation olympique, puis après jouer et arriver après jusqu'en finale, voilà, il manquait un petit peu de jus à Estelle, je pense, pour pouvoir faire la différence sur son poste d'arrière gauche et aussi également en défense pour cette finale. Et aussi, ce que j'ai envie de dire, donc après le comportement d'Estelle, elles ont été plusieurs, notamment sur notre base arrière et aussi sur notre secteur central en défense, puisque là, je parle de Pauletta Fopa qui, clairement, même si elle a scoré quelques fois à son poste de pivot, en défense, elle s'est fait ouvrir aussi également. Beaucoup de buts sont arrivés par son intermède, par des petites failles aussi. Il n'y a pas que elle, hein, Tamara aussi, Horacek de l'autre côté également, parce que tout simplement, lorsqu'on a une Eni Reichstadt à 8 sur 12, ou alors Nora Mörk qui passe, qui fait à peu près ce qu'il veut, et Sino Stodal qui fait 7 passes décisives, et qui, donc c'est que nous, quelque part, on l'a laissé faire, et on n'a pas fait ce qu'il fallait. Mais est-ce qu'on pouvait le faire? Là, j'ai tendance à mettre l'accent sur, je pense, le manque de fraîcheur et le déficit physique à ce stade de la compétition. Alors, j'ai commencé à regarder un petit peu les réseaux sociaux. Beaucoup vont dire ouais, mais c'est la même chose pour la Norvège qui aussi avait un déficit physique aussi et a dû encaisser les choses. Là, il faut bien comprendre. Alors à toutes les personnes qui auraient tendance à dire oui, mais nous, il nous a manqué ça, ça et tout, et même le coaching. Et le coaching, on va y revenir parce que là, attention. C'est pas parce que les garçons c'était la catastrophe que là il faut voir le mal partout. Il y a un contexte. C'est très important de savoir discerner les choses et de faire un contexte et pas jouer les exigeants pour rien du tout. Attention, on se calme, on se détend. Euh, Chez les filles, ce qui s'est passé, c'est déjà qu'il y a eu énormément d'influx nerveux dépensés au cours notamment de la demi-finale qui a été vraiment ultra prenante et elles étaient à ça de se faire éliminer. Sur le dernier but de Tamara Horacek dans le temps réglementaire, cette finale, ça trouve, on ne la jouait pas. Mais elles ont trouvé les ressources pour pouvoir aller arracher cette place en finale. Et puis en quart de finale aussi contre l'Allemagne, c'était pas simple non plus. Donc on va dire que cette place en finale, on est allé la chercher. Peut-être qu'on a payé un tribut à ce moment-là d'un point de vue nerveux et d'un point de vue émotionnel, alors que la phase préliminaire, 5 matchs, 5 victoires, c'était beaucoup plus tranquille. Quand on me dit ici également, parce que je l'ai lu ça en commentaire sur les réseaux, quand on dit qu'on a perdu notre jeu collectif en finale, non, c'est pas qu'on l'a perdu, c'est que pour avoir ce jeu collectif, il faut avoir une certaine dose de jus. Je pense que les intentions de jeu collectif étaient clairement là, mais en deuxième mi-temps, on les a vus, hein, les passes dans les chaussettes. Je pense notamment à cette perte de balle de Léna Granvaux, où là, pour le coup, tu te dis, mais non, là, c'est pas possible, on va pas y arriver. Là, à ce stade-là, je me disais clairement qu'on n'allait pas y arriver. Et pourtant, même si ça manquait d'énergie en défense, à un moment donné, quand on dit ouais voilà mais le coaching, Olivier Crumble, peut-être qu'il était déjà à la retraite au début de la deuxième période. Attends, la défense 2-4 de l'équipe de France qui nous permet de revenir à main 3. Qu'est-ce que tu dis de ça? La défense 2-4 qui est venue parce que simplement le coach il tente quelque chose. Alors qu'on ne l'a jamais bossé, cette défense on ne l'a jamais sortie, mais quand tu as voilà, en face une équipe qui mène de 5 buts, que tu es en finale olympique chez toi, en défense et que tu te fais ouvrir de toutes les manières en défense aplatie à 0,6, tu tentes une 2-4 pour aller chercher justement les arrières en face, tout en essayant de resserrer le pivot après derrière. Malheureusement, ça a marché pendant 2-3 possessions norvégiennes, mais il aurait fallu concrétiser par, notamment dans les phases offensives qui succédaient ces plays défensifs victorieux, il aurait fallu marquer. Et ça n'a pas été, quasiment pas été le cas. Et donc forcément après, quand tu te dis, mais purée, t'as beau varier la défense, en face, elles ont toujours réponse à ce qu'on veut faire, tu commences à lâcher petit à petit, et puis ça explique l'ampleur du score après derrière, sachant que la Norvège marquait, et nous on marquait plus du tout, on faisait échec sur échec, et notre pourcentage d'efficacité, il s'est effondré. Donc ça, c'est pour expliquer, notamment j'aimerais bien parler aux personnes qui sont un petit peu, voilà, sous prétexte que les garçons, voilà, c'est parti en cacahuète pour les raisons qu'on sait, donc du coup tu essaies de copier-coller ça aux filles, là ça marche pas sur ce coup-là, faut faire attention, faut savoir faire preuve de discernement les gars. Et comme je disais, il y a eu aussi un bon début de match, très bon début de Tamara Horacek notamment, qui était à la distribution. Et Tamara Horacek, c'est quand même la deuxième marqueuse de l'équipe, je te dirais ça dans l'évaluation et dans le développé analytique de cette rencontre. Tamara Horacek aura bien distribué, par contre, elle aura commis aussi quelques pertes de balles, quelques échecs au 7 mètres.
on sentait clairement qu'elle manquait aussi un petit peu de jus, qu'elle a tout donné dans les matchs précédents, et encore là, elle était à un niveau, on va dire, relativement acceptable, quoique, euh, mais, euh, mais nettement en dessous de ce qu'elle a montré, notamment contre l'Allemagne, ou dans un ou deux matchs de phase préliminaire, où là, elle a carrément survolé la compétition, et je ne serais pas surpris qu'elle apparaisse, notamment dans le set olympique, qui devrait sortir une fois que, relativement, si c'est pas demain, lundi, je pense, que l'IHF devrait publier le set majeur de ce tournoi olympique. Je pense que Tamara Horacek devrait y figurer dedans. Et aussi, pareil, ou alors Stine Oftedal aussi, compte tenu de la finale qu'elle a réalisée, elle ne devrait pas être loin derrière. Je pense que Tamara ne devrait pas y être, puisqu'en plus Stine, c'était ses derniers Jeux Olympiques. Et compte tenu de l'histoire, que surtout que c'est elle qui remporte la médaille d'or, ce serait complètement normal que Stine Oftedal finisse meilleure demi-centre du tournoi. Voilà, donc ça, c'était exactement ça. Et donc, cette défense 2-4 dont je te parlais, la Norvège a donc réussi à s'adapter. Maintenant, la partie analytique. Rentrons dans les détails un petit peu chiffrés de cette rencontre, et accroche-toi. Pour l'équipe de France, ben, tu ne peux pas gagner un match, encore moins une finale olympique, avec seulement 49% d'efficacité au tir. C'est impossible. 21 buts marqués sur 43 tentatives. Tu ne peux pas. C'est trop peu, c'est pas assez. Et alors qu'en face, sur ce même secteur de jeu, la France est à 29 sur 42, donc un tir pris de moins pour la Suède, à 69% de réussite. Victoire méritée, écrasante et logique de la Suède. Restons sur l'équipe de France, et quand on regarde un petit peu la répartition des buts, 5 sur 9 à 6 mètres, 4 sur 9 à l'aile, 3 sur 12 à 9 mètres, et 4 sur 9 à l'aile, c'était pourtant la clé de la rencontre. Si tu regardes la vidéo preview que je t'ai faite avant la finale, je te disais que ça allait se jouer à l'aile, il fallait absolument qu'on convertisse les situations qui allaient nous être données. Et ça veut dire que aussi, pour convertir les situations, il fallait faire les passes dans le bon timing, parce que les ailières, notamment Chloé Valentini, qui n'est qu'à 2 sur 4, et je reparlerai de Chloé un petit peu plus tard, et Coralie Lassource, elle est à 0 sur 2 sur le côté gauche, eh ben, ça a été compliqué pour elle. Sur le côté droit, ça allait un petit peu mieux avec Alicia Toublanc, 1 sur 1 de mémoire, et Lucie Granier qui est à 2 sur 3. Sur le côté droit, ça allait un petit peu mieux, mais il aurait fallu davantage toucher les ailes pour pouvoir se donner un petit peu, et que les ailes soient aussi en réussite, pour qu'on puisse finir, je pense, mieux, avoir un peu plus d'énergie, nous galvaniser un peu plus, et on aurait été davantage au contact de la Norvège, on serait revenu plus tôt. Il y avait des situations plus tôt dans le match pour qu'on s'en sorte mieux que ça déjà. Et donc 3 sur 5 en percée, 2 sur 3 en contre-attaque. Meilleure marqueuse pour la France dans cette finale, c'est Orlane Canor, qui score à 5 sur 10. Orlane n'a pas fait des jeux, elle était un petit peu en retrait, elle était un peu en délicatesse avec son shoot. C'est la seule joueuse de l'équipe de France sur la base arrière, en tout cas du côté gauche. C'est la seule qui est capable d'aller prendre des tirs de loin. Et donc forcément, quand tu tires de loin, tu peux avoir du déchet, c'est évident. Mais pourtant, ça a bien marché. Enfin, sa performance est trop isolée, trop en décalage par rapport au reste de l'équipe, qui était un petit peu fatiguée du coup. Et la deuxième marqueuse, donc Tamara Horacek, à 4 sur 9. Ça, je t'ai déjà dit que notamment en début de rencontre, elle a été plutôt bien. Après, elle a une grosse période un petit peu de doute et de mauvais choix, et notamment de pénalty ratés. Et 3 sur 5 pour Laura Flip à droite. Alors, Laura Flip ne joue pas du tout comme Orlane Canor à gauche. Elle est un petit peu le pendant d'Estelle Zeminko à droite, sachant qu'en plus qu'elle est gauchère. Laura Flip est une finisseuse qui va rentrer en percée, c'est pas une tireuse de loin. C'est pas son jeu en tout cas de tirer de loin, mais par contre aussi elle est capable de beaucoup d'imprécisions et de perte de balles un petit peu, voilà, de saut de concentration. Ça, je l'ai remarqué quelques fois chez Laura, bien qu'elle est capable de faire de très très belles finitions qui peuvent nous apporter énormément de respiration à des moments clés de la rencontre. Mais des fois, enfin là, clairement, avec la fatigue, avec le contexte de la finale, avec tout ce qui se passe en plus derrière, ben, c'était compliqué pour Laura de soutenir la comparaison et de maintenir l'équipe de France à flot dans ce secteur. Et dans les buts, on a donc Laura Gloser à 6 sur 27 à 22%, quelques arrêts en début de rencontre, mais après pareil, la performance a baissé. Et Atadou Sako qui est rentré en deuxième période, seulement 3 sur 11 à 27%. Donc là aussi, les gardiennes n'étaient pas trop au rendez-vous, les deux n'étaient pas trop au rendez-vous.
alors qu'elles étaient ultra présentes en demi-finale et en quart de finale. On pensait avoir carrément, j'ai vu en titre, la véritable muraille, une des meilleures paires de gardiennes au monde, tout ça, tout ça. C'est un peu plus complexe que ça. Chez les filles, en tout cas, c'est très complexe le rôle de gardienne. En tout cas, il faut nécessairement une gardienne un peu plus en avant et une autre qui est là en backup. Ce genre de choses-là marche mieux de cette façon. Et donc là, pour le coup, on a clairement senti que le duo de gardiennes n'était pas, voilà, quoi, à l'image du reste de l'équipe, ça n'a pas fonctionné. Ensuite, euh, concernant maintenant du côté norvégien, donc je te disais donc 29 sur 42 en global. On notera bien sûr la performance immense d'Eni Reichstadt, la meilleure marqueuse de la rencontre, 8 sur 12. Carrie Bradseth, d'une efficacité clinique, surtout en deuxième mi-temps, à 6 sur 6. Elle a réussi toutes ses tentatives. Elle a quand même été pas mal discrète en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, quand la défense française a commencé à vraiment piquer du nez, là on a commencé à la voir et là, boum, 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 ça a enchaîné. Carrie Bradseth, excellent match à 6 sur 6, pardon. Et Stine Oftedal, oh là là, quelle joueuse Stine Oftedal, là pour le coup, qui est sur la fin, hein, voilà, qui termine avec l'équipe de Norvège, et c'est vraisemblablement ses derniers Jeux Olympiques. Elle termine à 5 sur 6 et surtout 7 passes décisives. 7 passes décisives pour Stine Oftedal, la maîtresse à jouer de cette équipe, le cerveau, la tour de contrôle, à l'image de Tamara Horacek chez nous, qui est beaucoup plus jeune. Mais je suis certain, une idée me dit que Tamara, c'est pas terminé. C'était, voilà, elle aura l'occasion de s'exprimer dans des prochaines Olympiades un petit peu plus tard. En attendant, il y a quelques compétitions continentale et mondiale à aller disputer et Tamara va monter en puissance. Tamara a énormément à apprendre de ces Jeux Olympiques et surtout de cette finale en tout cas qu'il faudra qu'elle revoie et qu'elle s'inspire de ce que Stine Oftedal a réalisé pour que la Norvège s'impose en finale de ces Jeux Olympiques. Catherine Lunde, je te disais, 44 ans, 5e médaille, 12 sur 31, 39%. C'est excellent, excellent en finale olympique. À cet âge-là, à ce niveau-là, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Catherine Lunde, la longévité et en même temps la performance, l'efficacité et en même temps c'est le phare dans la nuit pour cette équipe de Norvège qui est un petit peu plus jeune. Pour les jeunes, c'est juste voilà un exemple monumental. Et quand tu sais que tu as quelqu'un comme ça, quand tu joues en défense et que tu as autant d'expérience, de métier, de charisme et d'assurance derrière toi, eh ben, tu peux aller relever des montagnes. C'est d'une aide extraordinaire. Au-delà des chiffres, c'est la valeur qu'elle apporte à ses coéquipières et l'expérience monumentale qu'elle apporte. Donc forcément, la Norvège, si la Norvège est encore là à ce stade, euh, Catherine Lunde, chapeau, 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 chapeau immense. On revient à l'équipe de France et pour évaluer un petit peu l'ensemble des joueuses, Méline Nokandi à 1 sur 1 n'a pas eu l'impact qu'elle est supposée avoir en temps normal. Je pense que sa blessure au coude doit y être pour quelque chose. Le fait de jouer avec un strap comme celui avec lequel elle a joué, même si ça devait peut-être psychologiquement la rassurer, mais je ne suis pas certain que ça l'ait aidé à passer notamment les écueils les barbelés de la défense norvégienne qui l'attendaient bien aussi également. Elle a été très bien défendue, Méline. Elle n'a pas pu faire tout ce qu'elle voulait. De même pour Pauletta Fopa, là aussi pareil, elle était très attendue, Pauletta Fopa, notamment dans son duel avec Carrie Bradseth. Pauletta Fopa pourtant est à 3 sur 5 au tir et surtout au début de la rencontre en attaque, très bien servi notamment par Tamara Horacek. Mais le problème qu'on a, c'est surtout en défense où là complètement, là, un petit peu à l'image d'Estelle Zeminko, je l'ai senti assez emprunté dans cette finale olympique et ça commence à faire beaucoup de matchs avec tout le contexte des Jeux Olympiques, je te le rappelle, ça il ne faut pas l'éluder, il ne faut pas mettre ça de côté, tu ne peux pas faire une analyse propre si tu ne mets pas le contexte Jeux Olympiques qui va avec. C'est pas pareil que le contexte championnat d'Europe ou championnat du monde, ça n'a rien à voir. Les Jeux Olympiques, c'est déjà pas tout le monde qui y participe, c'est un plateau ultra resserré et surtout c'est des sollicitations en veux-tu en voilà, de la nervosité avec d'autres disciplines, d'autres athlètes, d'autres sports de haut niveau et ça il faut avoir été athlète de haut niveau pour savoir ce que ça consomme comme un flux tout en restant concentré sur ta propre discipline et ce que tu dois faire toi. C'est pas simple, c'est vraiment pas simple et ça les personnes qui ont tendance à critiquer l'équipe de France féminine alors qu'elle nous a hautement représentés, il ne faut pas l'oublier dans votre analyse. Attention les gars, restons clairs et sachons discerner les choses. Ensuite,
Ce que je veux dire, c'est qu'il faut rester juste. Hein. C'est surtout ça. J'ai parlé de Pauletta Fopa. Dans ma vidéo preview, je parlais des ailes. Je parlais de Lucie Granier, de Chloé Valentini, de Alicia Toublanc et de Coralie Lasource. Donc les 4 ailières, que ce soit à droite ou à gauche, j'avais mis notamment le facteur X de ce côté-là et ça n'a pas manqué puisque 2 sur 3 pour Lucie Granier, c'est l'ailière qui s'en sort le mieux au scoring. 2 sur 4 pour Chloé Valentini qui a dû essuyer 2 échecs entre guillemets sur Catherine Lunde, mais des échecs qui psychologiquement l'ont marqué. Elle n'a plus voulu vraiment aller au tir après derrière. Et Coralie Lasource, elle aussi, pareil, qui s'est mangé 2 échecs également, 1 ou 2, je ne sais même plus, là je ne l'ai pas noté, je t'avoue, mais j'ai un souvenir, un échec monumental en contre-attaque où elle avait un quart de zone pour elle toute seule et elle s'est fait pareil, elle s'est fait bâcher par Catherine Lunde. Pour le coup, j'ai envie de te dire, on aurait dû toucher davantage les ailes. Ça n'a pas été le cas. Elles ont fait comme elles ont pu, du mieux qu'elles ont pu, et surtout que nous, par contre, en défense, les buts qu'on prend sur les ailes, il y en a pas mal. Il y en a beaucoup. Alors, attention, celles qui sont en poste 1 en défense, c'est pas leur faute. Elles sont en bout de chaîne et elles doivent faire avec ce que la défense, les postes 2 et 3 ont fait au milieu, quoi. Donc, notamment en défense aplatie à 6-0. Donc, elles sont là pour fermer du mieux qu'elles peuvent et combler l'intervalle du mieux qu'elles peuvent. Mais après, derrière, c'est surtout en fait les postes 1. C'est énormément en relation avec leur gardienne derrière, puisque comme ce sont des tirs d'aile, donc là, il y a en fonction du degré, c'est-à-dire entre guillemets de l'angle qu'elle laisse pour que la tireuse puisse aller marquer, il y a un comportement spécifique à avoir. Et j'ai l'impression que pour cette finale, là où ça marchait vachement bien, puisqu'il y a eu pas mal d'arrêts sur les ailes, notamment de nos 2 gardiennes, dans les quarts de finale et les demi-finales, lorsque ça marchait mieux. Mais pour ce match-là, ça a été un peu plus déficient. Donc ça, c'est pour l'évaluation. Et maintenant, on va passer à la conclusion, parce que là, ça y est, ça s'arrête, c'est fini. On s'arrête là pour ces Jeux Olympiques pour les filles. Médaille d'argent, donc, finale perdue, mais elles ont quand même gagné le cœur du public. Alors, elles avaient le cœur du public de niche. Nous, handballeurs, enfin voilà, fans de hand, on connaissait déjà la valeur de cette équipe, on savait déjà de quoi elle était capable, et le sélectionneur justement qui les emmène dans l'aventure, on était déjà au courant de ça, mais les Jeux Olympiques, c'est toujours un terrain, une vitrine exceptionnelle pour pouvoir gagner un peu plus de licenciés et ouvrir des vocations. Quand on voit l'équipe de France faire ce qu'elle a fait en quart de finale devant presque 26 000 personnes, ce qu'elle a fait en demi-finale devant presque 26 000 personnes aussi, et là la finale olympique, avec une résonance mondiale, une résonance immense. Évidemment qu'il y a des vocations qui se sont ouvertes, évidemment que ça a inspiré beaucoup de gens, évidemment qu'on va les suivre de manière beaucoup plus proche, et c'est en multipliant les performances comme ça qu'on arrivera à gagner notamment le cœur des gens. Si on gagne le cœur des gens, c'est donc de l'intérêt. Si c'est de l'intérêt, c'est donc une audience potentielle pour des retransmissions, pour des matchs, que ce soit davantage de l'équipe de France ou alors dans des compétitions domestiques telles que la Ligue Butagaz Énergie par exemple pour les filles, même si la question de valoriser la Ligue est encore posée, ça c'est un autre sujet qui va faire le cadre d'une autre vidéo, d'une autre conversation, parce que ça c'est un long débat, c'est une longue discussion. Mais pour ce qui est en tout cas de l'équipe de France féminine, on ne peut être que fier, on ne peut être que content, et parce que quand on voit des personnalités comme Méline Nokandi, je pense que c'est des personnalités comme elle, et c'est pas parce que je suis guadeloupéen moi-même comme Méline que je dis ça, mais avec sa fraîcheur et surtout sa philosophie de vie, elle relativise énormément, elle se prend pas la tête, elle se prend pas au sérieux. Elle est là, alors bien sûr, elle est très critique sur elle-même, sur les performances qu'elle fait, elle est très précise dans sa façon de s'entraîner et dans son approche du jeu. Autrement, elle serait pas en train de jouer à Paris 92. Là, elle a fini à Paris 92, elle est transférée à Brest pour l'année prochaine. Tu peux pas avoir une montagne, tu peux pas laisser complètement tout aller à volo. Quand je la vois à l'extérieur, c'est juste une nana qui est cool à vivre, très agréable, t'as envie d'être son pote, voilà, sans aucun problème, tu vois, surtout avec la mentalité guadeloupéenne qui va bien. Mais sur le terrain, c'est une lionne, quoi. C'est une lionne, tu la veux tous les jours dans ton équipe parce qu'elle comprend le jeu, elle va tellement vite, elle a un corps de gazelle. Bravo Méline, je pense que tout le monde t'a vu dans ces Jeux Olympiques et tu continues à monter en puissance et une idée me dit que c'est pas encore fini. Donc prends soin de toi, soigne-toi, voilà. Donc une personnalité comme Méline, c'est vraiment cool
d'avoir ça avec elle, et c'est ce genre de personnalité-là, un petit peu à l'image de Jackson Richardson dans les années 90, hein, pour les anciens. Hein. Voilà, c'était une personnalité complètement en décalé par rapport à l'image de ce qu'on peut se faire, notamment d'un athlète, entre guillemets, dans l'image standard qu'on peut avoir. Et également, bien sûr, Cléopâtre Darleux, ultra populaire, mais forcément un petit peu plus dans un côté un petit peu plus lisse, hein, on va dire ça comme ça. Et Méline Nocandi, elle est complètement décalée, quoi. Donc c'est pas du tout la même personnalité, et c'est bien d'ailleurs, et c'est bien qu'il y ait des personnalités différentes à chaque fois. Donc que ce soit elle ou que ce soit même Chloé Valentini avec, on retiendra son magnifique but en kung-fu sur une place en volleyé en revers de Tamara Horacek. Voilà, ça pareil, c'est ultra spectaculaire, ça a énormément tourné sur les réseaux, et donc et son large sourire une fois parce qu'elle a compris, waouh, le but que j'ai marqué et tout ça, machin, c'est bon, on vous connaît les nanas. Donc elle était magnifiquement mise en valeur, donc voilà quoi, avec du spectacle, avec des beaux clichés, des belles images et une très très belle équipe de France féminine dans toutes ses variantes, et au-delà du jeu, au-delà de ce qu'elle propose, ça c'est énorme. Et je voudrais finir cette vidéo, conclure cette vidéo pour remercier Olivier Crumbles, lui rendre hommage, parce que c'est un immense sélectionneur. Il est aux États-Unis, on parle du Hall of Fame. En France, on parle beaucoup plus de Panthéon. Et j'aime bien cette histoire de Panthéon, à savoir si le handball français avait un panthéon, ben, il y aurait dedans évidemment Daniel Costantini, il y aurait bien sûr Claude Onesta, qui représente le handball masculin principalement. Tu aurais aussi des personnes comme Patrice Canaillé, hein, entraîneur mythique à Montpellier, qui lui aussi, ben, la sélection, moi j'aurais bien aimé savoir ce qu'il pourrait donner en sélection chez les hommes, surtout que même s'il est fraîchement retraité de Montpellier, ben, pourquoi pas, voilà, quoi, même si maintenant il a pris des fonctions à la région Occitanie, c'est bon, c'est pas grave, hein, si tu lui proposes un projet, je suis pas sûr qu'il dise non. À voir, je sais pas, je lance l'idée comme ça. Donc voilà, je disais donc le Hall of Fame, Patrice Canaillé, Costantini, Onesta, Thierry Anti aussi également à un degré moindre, un petit peu. Canaillé parce que oui, je disais Canaillé parce qu'il a gagné quand même 2 Ligues de Champions, et c'est le seul entraîneur français à avoir gagné 2 Ligues de Champions avec le même club, avec Montpellier, donc respect absolu. Et Crumbles, même si lui c'est plus les sélections féminines, et ben pareil, tu as ta place au Panthéon, tu viens, tu vas manger à la table avec ces mecs-là, et vous allez vous raconter de très jolies histoires. Alors je sais pas quelles sont les relations entre Crumbles et les autres, hein, je suis pas dans le secret de tout ça, mais je sais juste que en termes d'accomplissement, de réalisation, Crumbles a fait quelque chose de grand. Il a mis le handball féminin sur la carte, à l'image de Costantini chez les hommes au tout départ. Alors il y a eu des histoires dans les années 2010 également, parce que voilà, Crumbles a dû se remettre en question, il avait un management qui était un petit peu particulier, qui a fait que l'équipe de France dans les années 2000 et au début des années 2010, c'était pas forcément ça, mais il a fait son autocritique, il a fait amende honorable, et ça c'est le propre des grands hommes, de faire ça, des personnes qui savent se remettre en question, et Olivier Crumbles en a été capable, donc tons of credit, énormément de respect absolu, éternel à Olivier Crumbles pour tout ce qu'il a réalisé. Si l'équipe de France est au sommet en bataille aujourd'hui avec la Norvège, eh ben, il y est forcément pour quelque chose, et il est respecté de partout, que ce soit au niveau continental ou au niveau mondial. Monsieur Olivier Crumbles, bon, il sort avec la médaille d'argent, mais avec tout ce qu'il a gagné auparavant, c'est bon, ça va aller. Et son coaching encore, et la gestion et l'organisation de l'équipe de France, et notamment en duo avec Sébastien Gardillou, qui prend de plus en plus de place et c'est fait de manière très intelligente, eh ben c'est parfait. C'est parfait. Bravo, merci de nous avoir fait rêver. Merci à l'équipe de France féminine, merci à toi d'avoir suivi ces vidéos pendant tout ce tournoi olympique. J'espère que ça t'aura apporté le maximum de valeur. C'est pas terminé, parce que ça y est, pour les garçons, bon, on a déjà fait le sujet en long, large et en travers, mais je ferai quand même une dernière vidéo une fois que le tournoi masculin sera terminé, que la finale entre l'Allemagne et le Danemark aura été jouée. Je viendrai te faire une dernière vidéo pour pouvoir conclure cette parenthèse olympique, et t'annoncer également ce qui va se passer pour la chaîne après, derrière, et également faire un retour, parce que je commence à me faire quelques petits copains à droite à gauche, le message enthousiastique commence à se répandre, et donc si ce contenu a résonné avec tes pensées, ce que tu penses de ce sport, et que tu souhaites apporter aussi ta pierre à l'édifice, parce que enthousiastique, c'est moi, mais il n'y a pas que moi, hein. Il y a toi aussi derrière de l'autre côté, c'est la passion qui nous rassemble,
Et ben on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. On n'en a pas terminé, au contraire, ça ne fait que commencer. Le handball est fantastique, la voix enthousiastique. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut.